Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet et vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Zélian Vacarlé. Donc Zélian, il est étudiant en histoire, et d'ailleurs on parle un petit peu de son sujet de mémoire, qui porte sur l'histoire religieuse spécifique à des familles de la frontière entre la Suisse et l'Alsace au XIXe siècle, mais le sujet principal qui va nous intéresser dans la conversation d'aujourd'hui, il porte plutôt sur un hobby de Zélian, qui est celui de la généalogie. Alors c'est une thématique qui est un petit peu à part pour Nouveau Paradigme, parce que dans le podcast, en général, même quand je parle d'histoire ou de disciplines connexes à l'histoire, je le fais pour parler de philo. Cela dit, vous verrez qu'on peut également relier la généalogie à des questions d'ordre philosophique, et pas que. On parle aussi brièvement de points d'ordre un petit peu plus psychologique, alors avec une certaine naïveté, parce que ni lui ni moi ne sommes spécialistes du domaine. Cela étant, le fait d'avoir une ascendance, c'est quelque chose que tous les êtres humains partagent, et en ce sens-là, ça a un intérêt, je pense. Et c'est aussi pour cette raison, ce côté universel, que je trouvais ça intéressant de parler de ce sujet avec Zélian, en plus évidemment de l'intérêt plus personnel que chacun peut avoir pour sa propre histoire familiale. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on évoque aussi, parce que Zélian, je lui ai demandé vraiment par curiosité s'il pouvait trouver des infos sur un de mes ancêtres. Enfin, vous verrez, on aborde vraiment plusieurs sujets qui sont liés au sujet de la généalogie. J'espère que ça vous plaira. Donc sans plus attendre, voici ma conversation avec Zélian Vacarlé. Alors Zélian, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans Nouveau Paradigme. Merci à toi. Donc, comme je t'ai dit, je t'aurais présenté un peu dans l'intro, et évidemment, j'aurais présenté également l'objet de notre conversation. C'est une thématique d'ailleurs qui est un petit peu hors norme, parce que c'est vrai que dans le podcast, je traite surtout avant tout de philosophie. Là, on va un peu sortir des sentiers battus, puisque donc on va aborder le sujet de la généalogie. Mais avant ça, pour commencer, j'aurais aimé que, si tu veux bien, tu te présentes un petit peu, dans la limite évidemment de ce que tu as envie de dire ou pas, et que tu nous dises aussi pourquoi ce sujet spécifique de la généalogie t'a intéressé, toi qui as un parcours plutôt dans le domaine historique à la base. Ouais, ok. Déjà, merci de m'inviter. Alors du coup, moi je suis Zélian Vacarlé, je fais de l'histoire depuis 4 ans maintenant. En gros, je suis en M2 histoire, spécialité monde germanique à Strasbourg. Voilà, donc en gros, je travaille sur l'Alsace et plus précisément sur la frontière entre l'Alsace et la Suisse avec la thématique de l'histoire religieuse. Donc j'étudie des paroisses en fait et les relations religieuses entre les habitants de ces paroisses-là. Voilà. Et donc voilà pour les études. Ce qui m'a introduit en fait dans la généalogie, c'était tout simplement une personne dans mon village qui a répondu à des questions que je me posais un petit peu comme ça au départ quand j'étais ado, vu qu'en fait j'ai grandi dans le village où ont vécu mes ancêtres. Et donc il y avait une part d'histoire familiale et des séparations, des disputes ont fait que moi j'ai pas grandi dans une famille on va dire classique où il y a des repas de famille. Enfin, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes aussi, mais c'est vrai qu'il y avait peut-être ce côté un petit peu mystère de ma famille où j'avais envie d'en découvrir plus et d'en apprendre plus, ce qui a pu en fait très jeune me pousser à m'y intéresser. Alors que c'est vrai que normalement la généalogie c'est quand même quelque chose qui concerne les personnes un peu plus âgées, on va le dire statistiquement. Voilà. Donc c'est ça s'est un peu fait comme ça. Je m'y suis intéressé par curiosité parce que bon, je suis quelqu'un d'assez curieux et j'aime l'histoire, donc le tout a fait que je m'y suis penché. Et le Covid a aidé aussi parce que je m'étais intéressé au lycée et puis ensuite le Covid est arrivé. J'ai eu un petit peu de temps pour moi et donc je suis allé tout simplement à la mairie de mon village parce que j'étais du coup en confinement dans mon village natal. Voilà, donc c'était l'occasion aussi pour moi de commencer à faire des recherches dans les archives de la mairie et c'est comme ça que ça a commencé en gros. Voilà. Ok, très intéressant. Mais de toute façon, ça, on va y venir parce qu'effectivement, il y a un biais très... Il y a aussi un biais forcément très individuel qui pousse à s'intéresser à ces questions-là. Ouais. Mais on va y venir. Alors, moi, l'une des raisons pour lesquelles je trouvais le sujet intéressant, au sens large, donc pour n'importe qui, pas juste pour moi, je veux dire, c'est que la généalogie, et justement, c'est un peu ce qu'on vient d'évoquer là, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Ouais. Alors après, pas forcément à n'importe quel moment, c'est-à-dire que ça peut être à un instant T de votre vie et puis pas à d'autres. Mais en tout cas, on a tous des ancêtres, on a tous une histoire familiale, et je pense que donc à une échelle personnelle, à une échelle individuelle, on gagne toujours au moins un petit peu à réfléchir à ces choses-là et à avoir une certaine curiosité, une certaine connaissance de ce qu'il y a justement dans notre héritage familial. Ouais. Mais la généalogie, c'est pas que ça. Et c'est aussi en fait,
en quelque sorte, en tout cas c'est ça que j'ai envie qu'on parle dans la première partie de l'entretien, c'est en quelque sorte une niche, on va dire, ou plus exactement une discipline dans la discipline plus large de l'histoire. C'est une discipline auxiliaire, comme tu le Ouais, disais toi. c'est ça. Et j'aurais bien aimé que, pour commencer, tu m'en dises un peu plus à ce sujet et que tu expliques justement, voilà, pour toi qui viens du domaine historique, Ouais. quelle est la place dans ce contexte-là, quel est l'intérêt de la généalogie du point de vue de l'histoire en tant que discipline. La généalogie, c'est donc assez distinct de l'histoire. Faut pas le considérer comme même comme un chapitre. En fait, c'est même pas un chapitre de l'histoire, c'est quand même quelque chose d'assez à part. C'est considéré comme une discipline auxiliaire parce que tu vas en fait manipuler des sources primaires. Donc, ce qu'on appelle les sources primaires, c'est les sources d'époque, des sources manuscrites ou imprimées, mais d'époque qui sont euh, vraiment au cœur de ce que tu étudies. Et donc, c'est pas à l'inverse des sources secondaires, c'est pas de la littérature, quoi. Donc en fait, effectivement, la généalogie, c'est assez formateur. Je pense c'est ça ce que j'aurais tendance à dire, moi qui fais de l'histoire. C'est assez formateur parce que ça te confronte à des sources. C'est considéré comme une source auxiliaire dans la discipline de l'histoire, notamment parce que ça va te permettre en fait de lister des individus, de les relier entre eux, de comprendre des filiations qu'il y a entre des individus. Et donc, par exemple, quand tu vas faire de la biographie, ça va être utile. Voilà. Mais c'est vraiment utilitaire. C'est quelque chose que tu fais à dessein utilitaire. C'est pas une finalité quand tu veux faire de l'histoire. En fait, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. C'est pas du tout une finalité. Et globalement, la généalogie pratiquée pour elle-même, ça reste avant tout un loisir, un genre de hobby. Euh, en général, après, effectivement, il y a plein d'enjeux super intéressants à tout ça. Mais euh, pour un historien, la généalogie, c'est quand même considéré comme quelque chose d'assez. Non, non, mais c'est pas forcément péjoratif, mais c'est vrai que c'est Mm. assez, comment dire, périphérique, quoi. Mm. C'est ça. Et moi, je le vis un petit peu, enfin, à titre personnel. euh, la généalogie, pour moi, c'est un peu un entre-deux entre le travail d'historien que je fais pour mes recherches, pour mon mémoire. Et la généalogie, ça permet aussi tout simplement de, de- de- de rester dans cet univers, effectivement, de la recherche, mais de manière beaucoup plus chill, beaucoup plus euh, récréative, en fait. Mm. C'est ça. Parce que les objectifs sont pas les mêmes. Et aussi, on aura l'occasion d'y revenir, mais les exigences scientifiques sont pas exactement les mêmes. C'est donc dépend un peu de ce que tu te fixes comme objectif. Est-ce que tu veux être très personnel, très intime dans ta généalogie? Est-ce que tu veux au contraire avoir quelque chose d'un peu plus carré, un peu plus scientifique? Ça, c'est aussi à toi de le définir quand tu fais ta généalogie. Mais voilà. Donc c'est quand même considéré comme quelque chose de récréatif avant tout, mais ça peut servir à l'histoire effectivement. Mais ça dépend des sujets en fait. Voilà, Mm. voilà. Alors justement, c'est un peu, c'est pas le débat qui va nous animer, mais comme tu l'as mentionné, j'aimerais bien, si tu veux bien, que tu nous parles un peu de ton sujet de mémoire là. Ouais. Alors, en gros, je travaille sur la famille et la religion dans les confins frontaliers. C'est un peu le début du titre de mon sujet. Et Mhm. donc les confins frontaliers, donc c'est la bordure helvéto-alsacienne ou alsaco-suisse, mais ma directrice m'a fait remarquer que Alsaco c'était péjoratif, alors j'ai inversé le rapport. Ok. Et donc bref, c'est la frontière entre l'Alsace et la Suisse, près de Bâle, pour ceux qui situent Bâle. Euh, et donc l'intérêt de mon sujet, c'est de faire de l'histoire sociale du fait religieux. C'est-à-dire on va prendre des paroisses qui sont constituées d'un curé forcément, mais aussi donc de paroissiens, et donc de chercher un petit peu les rapports, parfois conflictuels, qui peuvent animer une paroisse et qui peuvent animer voilà, les habitants de cette paroisse. Donc c'est un peu ça l'idée, et de voir aussi comment est-ce que la religion structure la société, quoi. Mm. Mais à l'échelle locale, du coup, Ouais. en reprenant effectivement des exemples plus larges, mais d'abord en s'intéressant à l'échelle locale. Enfin, c'est ce qui constitue mes sources. Mais en termes de temporalité, j'ai du mal à saisir exactement sur quelle Ouais, échelle tu te situes. ouais, donc c'est 1850-1914, donc c'est époque contemporaine. Voilà, je fais ça en histoire contemporaine, 19e siècle principalement, sachant que
Ça, c'est une spécificité en histoire, mais le 19e siècle englobe en général 1914. Voilà. D'accord. Voilà, il y a une sorte de grand 19e siècle Ok. Pour quelle qui raison? euh, pour des raisons de continuité, là je pourrais pas t'expliquer exactement, mais il y a des continuités en fait au moins jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais des continuités quoi, genre idéologiques? Pas idéologiques, mais des continuités sociologiques, technologiques. Hmm. Alors par contre, je me suis trompé, pas Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre Oui, mondiale. première, bien sûr, bien Voilà, sûr. Première Guerre mondiale. Euh, voilà. Et en fait, il y a plein de sujets d'histoire qui en fait vont. C'est aussi un peu un conformisme, hein, je dis pas que ça se discute pas, Non, 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 bien sûr. Non, mais mais pas mal d'historiens font leur sujet euh, du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. hmm. Voilà. C'est commode aussi en histoire alsacienne parce que peut-être que tout le monde le sait pas, mais l'Alsace a été annexée jusqu'en 1919 du coup à l'Allemagne, et donc ça permet de recouvrir autant la période française avant 71 jusqu'à la réannexion française en 19. Voilà. Très bien. Bon, c'était une parenthèse, mais je Oui, trouvais oui. ça intéressant de parler de ça aussi, pour voir un peu justement dans quel domaine historique précis tu te situais. Et Ouais. en vrai, ça a l'air très, très intéressant. Alors pour en revenir donc à notre sujet principal, donc la généalogie, tu m'avais envoyé en préambule de cette conversation, tu m'avais envoyé un doc, justement pour un peu, voilà, m'expliquer les contours de la conversation qu'on pouvait avoir. Et dans ce document, tu mentionnais notamment 2 points distincts qui te semblaient être des aspects assez importants et utiles, on va dire, de la généalogie, à Ouais. savoir d'une part, alors il y a aussi mon interprétation, hein, donc tu me diras si je me trompe ou si je t'ai mal lu, mais dans un premier temps, il y avait une utilité qui était celle d'un outil méthodologique, si j'ai bien compris. Et toi, c'est quelque chose que justement tu utilises dans le contexte de tes études. Tu fais Ouais. une sorte de cartographie pour plusieurs familles données, on va dire. C'est ça. Ouais. Donc ça, c'était le premier point. Et d'autre part, dans un second temps, la généalogie, c'est aussi utile en ce sens que ça peut être un potentiel vecteur de recueil statistique. Ouais. Donc voilà, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus là-dessus, en commençant peut-être justement par l'aspect méthodologique que je mentionnais en premier. Est-ce que j'ai bien compris tout ça déjà? Ouais, alors c'est ce que je disais un petit peu avant quand je t'expliquais le rapport entre la généalogie et l'histoire. Quand tu l'utilises au sein d'un sujet de recherche, effectivement, ça permet de cartographier l'humain, en fait, la généalogie. Parce que, comme tu le disais en intro, les gens sont tous reliés entre eux, enfin, tout le monde a une généalogie. Et donc, ça permet effectivement de repérer à échelle humaine euh, les individus, donc de capter les liens de famille, euh, éventuellement les parrains, les marraines. Moi, dans mon sujet d'histoire religieuse, par exemple, je sais ce que je fais. Je note les parrains, les marraines. Du coup, je repère de quelle famille ils sont issus pour repérer des amitiés entre des familles, par exemple. Voilà. Donc en fait, vraiment, effectivement, il y a une utilité méthodologique parce que en fait, ouais, tu vas connecter les individus entre eux et donc comprendre ce qui lie les humains d'un groupe ou d'une société donnée. Euh, voilà. Donc, et ensuite, ben, ça va un peu avec les statistiques. C'est-à-dire que euh, par exemple, tu t'es donné une commune comme sujet de recherche, comme moi je l'ai fait, j'ai choisi 3 communes françaises, enfin alsaciennes, et L'un n'empêche pas l'autre. non, non, effectivement, 3 communes françaises, et donc qui sont en Alsace, et 3 communes suisses, du coup, vu que je fais Mmh. transfrontalier. Et donc, ce que tu fais concrètement, par exemple, c'est que tu prends tous les mariages dans les registres de mariage, tu prends tous les mariages d'une période donnée, sur une commune donnée, et tu vas pouvoir effectivement dresser des statistiques. Euh, Tu vas pouvoir, par exemple, mesurer l'âge au mariage, tu vas pouvoir mesurer sur des registres de décès l'âge à la mort, donc voilà, le nombre d'enfants morts-nés, le nombre d'enfants naturels, le nombre de femmes célibataires. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça que tu peux faire en démographie historique, avec des sources
que normalement tu utilises en fait pour la généalogie. En fait, c'est ça l'utilité, c'est que la généalogie te pousse à utiliser des sources qui ont tout à fait leur place en histoire, quoi. Donc les registres de baptême, des registres de naissance, d'état civil, etc. Voilà. Donc ouais, c'est un peu ce que j'avais voulu te dire, ouais, dans ce doc. Très bien. Ouais. Alors, un autre point dont tu me parlais aussi en préambule de notre conversation, c'est celui de ce qu'on appelle, et c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais je voulais aussi qu'on flague ça assez rapidement, parce qu'il y a la généalogie, ça a été aussi utilisé dans d'autres domaines, et un en particulier qui me semblait intéressant à évoquer, c'est celui de la psychogénéalogie, Ouais. qui est effectivement quelque chose que tu mentionnais dans ce document, et qui donc, comme son nom l'indique, est une pratique qui est à la croisée de plusieurs domaines. Oui. Une pratique qui d'ailleurs est controversée, hein, c'est quelque chose que tu m'expliquais très bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que c'est que la psychogénéalogie, sachant qu'évidemment, toi, ton regard, j'imagine, est bien plus influencé par celui de l'historien que par celui du Ouais. psychopraticien. Ouais. Donc Ouais, voilà, ouais. comment tu vois ça un peu? Ben, alors, la psychogénéalogie, c'est vachement ancré, en fait, mine de rien, dans l'esprit de certaines personnes qui s'intéressent à la généalogie. J'ai vu beaucoup dans mon entourage, en fait, de gens, avant même de m'intéresser un peu plus au terme en lui-même et aux ouvrages qui concernent ça, tu as un peu un réflexe qui vient même pas forcément de ce mouvement, qui vient même pas forcément d'une lecture ou d'un apprentissage, mais peut-être qui est un peu plus spontané, j'ai l'impression. Il y a une tendance effectivement, à analyser la, la, la famille avec un biais un peu psychologique, un petit peu. Bon, des fois, ça frise un peu le romantisme parce que ben, les gens vont avoir tendance à comprendre des choses qui leur sont arrivées dans leur vie ou à comprendre des éléments de leur histoire familiale euh, par le biais de répétitions, par le biais de signes, etc. Donc, en fait, ce que j'aurais envie de dire tout de suite, c'est qu'effectivement, il y a, enfin, sans aucun mépris, mais il y a cette tendance à vouloir comprendre l'histoire familiale, et je pense que ça peut se comprendre aussi. On peut vraiment empathiser avec ces personnes-là, mais forcément, ça encourage à des interprétations qui sont parfois un petit peu farfelues. Et donc, moi, effectivement, j'avais une connaissance euh, lointaine, enfin que j'avais rencontrée une fois et qui parlait de son histoire familiale et qui disait euh, oui, là, on a un gamin dans notre famille, son parcours il est un petit peu compliqué. Je pense que c'est parce que mon grand-père il cachait des choses, enfin ce genre de choses, tu vois, ce genre d'explication. Et, euh, et c'est sûr que moi, par réflexe, ben, j'ai un peu le regard de bon, ben, on va d'abord regarder ben, ce que peuvent nous dire les documents. euh, et c'est ça ma priorité, moi, quand je fais de la généalogie, en général. Maintenant, que dire sur la psychogénéalogie? Ben, c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Enfin, c'est quand même quelque chose qui a eu un certain crédit. Mhm. Donc il y a eu donc Madame Schutzenberger, Anne Ancelin Schutzenberger, qui a écrit un livre en 2002 qui s'appelle Aïe mes aïeux, et dans lequel, comme j'ai pu l'expliquer, elle essaye, euh, avec des méthodes de psychanalyse, hein, vraiment, alors moi je suis assez étranger à ce domaine-là, mais avec des méthodes de psychanalyse, en reprenant Jung et Freud par exemple, euh, explique que des traumatismes vécus dans le passé par des générations antérieures, Mhm. c'est pas juste la génération au-dessus, c'est réellement des générations plus antérieures que ça. Mhm. Donc ces générations-là qui ont vécu quelque chose de traumatique peut ressurgir plus tard dans l'inconscient de la personne. Donc il y a aussi cette croyance en un inconscient collectif qui d'ailleurs C'est très jungien, ça. ouais, voilà, c'est une croyance de la psychanalyse jungienne, voilà. Alors juste, attends, je vais faire Ouais, une petite parenthèse là-dessus parce que ça c'est important et je sais que sinon je vais me faire taper sur les doigts.
Mais justement, moi, c'est quelque chose. Comme toi, je suis assez extérieur au domaine de la enfin, Ouais, psychologie en tant que. mais je pense que tu t'y connais quand même un petit peu plus, ouais. Je sais pas, mais en tout cas, justement, pour en avoir parlé avec quelqu'un qui est vraiment dans ce domaine-là récemment, et d'ailleurs, dans pas longtemps, j'interviewe également PsychoQuack sur la chaîne. Je sais pas si tu connais cette chaîne. Oui, Pierre Bordaberry, que je trouve très intéressant, qui est une chaîne YouTube qui parle de psycho. ok, Et donc, juste une parenthèse qui est importante à faire là-dessus, c'est que, attention, la psychanalyse, ce n'est pas la psychologie. Ce sont ouais, deux choses distinctes. ouais, Et donc, c'est important. La psychanalyse, c'est quand même quelque chose qui est, surtout aujourd'hui, très, très remis en question. ouais, En particulier, à mon avis, pas forcément dans les mêmes proportions. C'est-à-dire, je crois savoir qu'un petit peu plus Freud que, par exemple, Jung. Alors, Jung aussi, hein. Il y a des trucs très ésotériques chez Jung qui méritent beaucoup de circonspection, on va dire. ouais, Mais, et alors là, c'est mon prisme à moi, je trouve qu'il y a aussi des choses qui, en termes de symbolique et en termes plus de philosophie, sont intéressantes chez Jung, plus que chez Freud. Il y a effectivement ce qu'on mentionnait là, mais il y a aussi toute la question des. Tu sais, il a des archétypes, je crois. Il y a des archétypes jungiens, je ouais. crois que ça s'appelle comme ça, qui sont assez intéressants. Donc voilà, je voulais juste flaguer ça. On va reprendre sur la psychogénéalogie. Mais voilà, je voulais mentionner ça. La psychanalyse, c'est quelque chose de contesté aussi. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que certaines, euh, des, certains des courants, on va dire, de la psychogénéalogie, à mon avis, sont plus contestés que d'autres. Cela Ouais, étant dit, je sais aussi qu'en psycho, le trauma intergénérationnel, qui est ce dont tu parlais là, c'est quelque chose qui est effectivement étudié, qui est effectivement reconnu, et qui est, ouais, enfin, qui est sérieux, quoi, tu vois. oui, oui. Et du coup, donc, justement, donc, je pense qu'on pourrait dire en parallèle de la psychogénéalogie, pardon, il y a la question justement que tu évoquais dans le même document que tu m'as fourni, de ce qu'on appelle les déterminismes familiaux. Ouais. Alors évidemment, moi, en tant que spinoziste, tu me mets déterminisme dans une phrase, je trouve ça tout de suite intéressant. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé que tu nous en parles un petit peu plus. Alors je sais pas s'il faut faire un. Je vais quand même faire un rappel parce que c'est pas forcément évident, mais en gros, le principe de déterminisme. Alors moi, je le pense plus personnellement, idéologiquement, dans le contexte de la philosophie, mais c'est aussi quelque chose qui est évidemment très présent dans le contexte, par exemple, de la sociologie. Mm. Et donc le principe d'un déterminisme, c'est, mm, pour, euh, pour schématiser, on va dire, c'est quelque chose qui... c'est une influence extrêmement forte qui échappe dans une certaine mesure au contrôle de l'individu, Ouais. et qui va être le fruit d'une causalité, en l'occurrence d'une causalité familiale. Ouais. Donc voilà, est-ce que tu aurais pu nous en dire un peu plus sur cet aspect-là de la Ouais. généalogie? Ben, c'est là où en fait je vais me montrer un peu plus clément, enfin clément, où je vais être plus ouvert en fait à la discussion par rapport à la psychogénéalogie, euh, dans le sens où là éventuellement on, on parle de cadres familiaux plus restreints, plus concrets, par exemple les parents, les frères et sœurs, éventuellement les grands-parents, ou même le cercle familial un peu plus large, mais contemporain. Voilà. Voilà ce que je disais. Enfin, pourquoi est-ce que je suis sceptique vis-à-vis de la psychogénéalogie? C'est justement parce que y a cette, bah, il y a ce sous-entendu que euh, des générations antérieures puissent avoir une influence sur notre vie. Et bon, c'est quelque chose qui, comme ça, moi, me paraît un petit peu obscur, mais bon, encore une fois, je suis pas dans la psycho ni dans la psychanalyse. Euh, mais voilà, pour mettre ça de côté, effectivement, moi, déjà, ça me paraît un peu étrange que par exemple, le vécu de mon arrière-grand-père puisse avoir euh, dans la psychologie, dans le mental vraiment, et pas dans, comment dire, pas dans la façon dont il a élevé ses enfants et dont j'ai pu effectivement, j'en sais rien, choper l'élevage de l'élevage de l'élevage de l'élevage, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Et donc c'est là où déterminisme familial me plaît un peu plus, parce que par contre je veux bien entendre que la situation familiale
de mon arrière-grand-mère, par exemple mon arrière-grand-mère paternelle, qui a eu donc quatre enfants naturels, visiblement de pères différents, qui vivaient donc dans la banlieue très défavorisée de Colmar. Et donc là, en fait, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, d'accord, donc il y a eu un schéma familial avec donc son père qui se montrait violent, un divorce entre les deux parents, mais la pauvreté qui fait que le divorce ne peut pas être réellement consommé, c'est-à-dire que les deux personnes doivent continuer à vivre ensemble sous le même toit, bien que divorcés, avec les enfants dont le fils, il me semble, euh, fait rapidement de la prison, et les deux filles travaillent. Donc parmi les deux filles, il y a mon arrière-grand-mère, et cette arrière-grand-mère-là va avoir des enfants qui vont être logés chez les grands-parents. Euh, et bon, ça, c'est d'après les sources que j'ai pu consulter à l'assistance publique, mais ces enfants vont se faire aussi assez violenter par le grand-père. Hmm. Donc voilà, c'est juste un rapport un peu plus terre à terre, je dirais vulgairement comme ça, c'est de voir en fait quand tu peux le savoir, euh, plutôt que de chercher un petit peu les secrets de famille. Alors bon, après si tu as les sources pour découvrir le secret de famille, tant mieux, mais c'est vrai que euh, moi, l'approche que j'ai de la psychogénéalogie, en tout cas vécue par les gens, pratiquée par les gens, euh, c'était en fait pour moi, c'est vraiment de la spéculation. Il y a vraiment cette spéculation de se dire, ah oui, on observe ça. Donc c'est un peu de l'induction, ouais. On observe ça dans notre famille. euh, à mon avis, ça veut dire que mon arrière-grand-père faisait ça, ça et ça, tu vois. Hmm. Euh, voilà. Et donc pour le déterminisme familial, ben effectivement, je trouve ça quand même un peu plus crédible Hmm. de se poser la question, ok, clairement, là, il y a des choses qui échappent à notre bon vouloir, puisque, enfin, par exemple, cette arrière-grand-mère, clairement, il y a des éléments sociaux qui faisaient que elle allait devoir éventuellement se prostituer. On n'est pas sûr, mais qu'elle allait éventuellement devoir se prostituer, ou en tout cas que sa sexualité serait compliquée, quoi. Hmm. Et que voilà. Après, j'ai pas tous les éléments, donc si ça se trouve, c'était quatre amants, et puis c'était une toute autre histoire. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que derrière, on lui retire la garde de ses enfants, et que mon grand-père, du coup, se retrouve à l'orphelinat. Euh, Hmm. donc c'est un peu ces histoires-là que je voulais sous-entendre par déterminisme familial. Euh, et c'est là que c'est intéressant, parce que je pense que chacun, en s'intéressant à ça, peut vraiment se poser la question ok, de quel milieu je viens, quoi, Hmm. de quel milieu je viens, et de quel milieu je viens indirectement aussi. Parce que moi, effectivement, je viens pas d'un milieu populaire, parce que mes parents ont pu avoir une vie plus confortable, mais pour mon père, il y a cette génération au-dessus qui était réellement en difficulté sociale, quoi. Hmm. Donc voilà. Hmm. C'est très intéressant. On va développer un peu ça après, Ouais. mais avant ça, j'aurais bien aimé savoir aussi si justement dans le cadre de ce que tu fais dans tes études, tu observes aussi, puisque finalement, si j'ai bien compris, ce que tu étudies, c'est quand même un cadre déjà, comme tu le disais, local, donc j'imagine relativement restreint. Mhm. Tu peux en fait vraiment distinguer les individus les uns des autres, j'imagine. Ouais. Et donc j'aurais aimé savoir si justement tu avais pu observer aussi des choses comme ça, du type déterminisme sociaux, Ouais. dans le cadre de, tu vois, de ton sujet. Bah oui, enfin, alors très basiquement déjà, il y a des familles plus ou moins aisées. Mmh. Euh, Il y a il y a ouais, des familles dont tu vas observer une plus grande misère, des familles euh, aussi en fonction des villages et de la commune, donc des familles qui vont pouvoir habiter dans le bourg local, donc le chef-lieu de canton, où tu vas avoir plus de commerce, plus de fonctionnaires, une vie un peu plus aisée.
et la vie paysanne dans les autres communes. Et parmi ces communes paysannes, tu en as des plus riches que d'autres. Voilà. Après, effectivement, des parcours de vie précis Mmh. pour chaque famille, j'ai pas forcément. Par contre, j'ai repéré effectivement, et ça c'est assez éloquent, j'ai repéré des familles aisées qui peuvent parler d'elles-mêmes. Et c'est là que tu te rends compte aussi que l'histoire et que les sources sont euh, pas sont biaisées, mais leur existence est biaisée en fait. La Mmh. présence de sources est biaisée. Parce que si tu veux faire de l'histoire des familles, ben, ça va être compliqué pour une famille paysanne qui a pratiquement rien. Donc, par exemple, des journaliers. Éventuellement, bon, déjà, il y a l'état civil. Donc, enfin, ils ont une existence légale puisque l'État a mis en place tout un tas de choses pour recenser la population. Donc, ils ont une existence quand même. Mais pour en savoir plus, c'est très compliqué. Euh, voilà, alors que des familles aisées, ben, ça veut dire plus de ventes, plus de transactions, éventuellement plus d'études. Mmh. Quand tu arrives vers la moyenne bourgeoisie, ben, tout de suite, ben, ça envoie ses enfants faire des études. À l'échelle de l'Alsace aussi, ce qu'on observe par exemple, ben, c'est que les familles de la moyenne bourgeoisie apprennent beaucoup plus le français. Voilà. Mmh. Alors que ben, les familles qui sont restées germanophones, ben, c'est les petites familles du petit artisanat ou de la petite paysannerie. Donc clairement, oui, il y a des différences. Là, c'est un peu plus global, c'est au niveau culturel, donc les langues qu'elles parlent ou pas. Euh, euh, mais, euh, mais voilà. Après, pour revenir sur des expériences un peu plus dramatiques, comment dire. Ouais. euh, Ben dans un village, t'as beaucoup de mères célibataires. Mmh. Mais donc ça dépend. Effectivement, tu peux repérer des familles qui sont quand même plutôt sauvées de ce genre d'incident entre guillemets, puisque c'est quand même considéré comme ben, très grave et donc comme tabou d'être mère célibataire. Mmh. Ça veut, enfin, quel que soit le contexte, hein, ça peut être à cause d'un viol, mais ça peut être à cause d'un amour tout à fait classique, Mmh. mais qui se fait hors mariage et bah, Mmh. voilà. Euh, voilà, comme dit, c'est compliqué. En fait, tu repères plus les familles aisées que les familles qui sont vraiment dans la misère, sauf dans mon cas où tu as des dossiers d'assistance publique où là tu peux avoir plus d'informations. Mmh. Mais sinon, c'est compliqué de comprendre les déterminismes familiaux pour des familles qui laissent peu de traces en fait, Mmh. si Non, mais ce n'est justement, c'est leur très naissance, quoi. ouais, ouais, non, mais c'est très intéressant. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est aussi des questions qui, d'une façon différente, je trouve, se posent aujourd'hui. Mm. Moi, là, en fait, ce que ça évoquait quand tu parlais de ça, chez moi, c'est que je pensais aussi au choix qu'on fait dans ce qu'on montre dans les médias, tu vois? Ouais. Le fait, en fait, de mettre en avant justement le luxe, bah, c'est aussi quelque chose, qui m'a fait penser à ça, tu vois? C'est Ouais. évidemment que, ça a une influence, en fait. Le fait que tu puisses avoir des informations plus facilement sur une famille aisée que sur une famille, modeste, bah, c'est pas anodin, c'est pas anodin. Oui. Oui, Heu oui. et en même temps, c'est pas surprenant non plus. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a plus de moyens, donc il y a plus d'opportunités de soit justement ce que tu disais, en fait, avoir, une forme de récit qui entoure, l'histoire familiale, C'est ça. soit tout simplement par le biais de choses qui sont, d'ordre, bah, légal. Tu parlais de transactions et de choses comme ça laisse des traces, légales, Ouais. donc ça permet de suivre en fait ces traces et de raconter, d'une autre manière, une histoire familiale et il y a alors là, c'est très idéologique ce que je vais dire, mais il y a une grande injustice, derrière ça, je trouve, Oui, oui. qui est intéressante aussi. Ouais. Hem, Très bien, alors pour poursuivre, bah, justement là, on vient d'aborder un petit peu l'aspect, légal et ce que les anglophones appelleraient le paper trail, donc la trace, de papier quoi, Ouais. et une des choses que tu évoquais aussi dans le document que tu m'as envoyé, bah, en fait l'aspect, ouais, l'aspect juridique, j'ai envie de dire, parce que donc généalogiste, c'est aussi une activité, Ouais. et donc le fait que ce soit une activité professionnelle, ça pose, des questions d'ordre éthique. C'est ce que tu disais dans le papier que tu m'as envoyé et je Ouais. pense que tu as tout à fait raison et donc justement la première chose à dire à ce sujet, c'est qu'en fait,
au-delà de l'intérêt historique que ça peut présenter, ou même de l'intérêt personnel que ça peut présenter, la généalogie, euh, c'est aussi donc un métier qui est encadré par le droit et auquel, par exemple, c'est l'exemple que tu donnais, les notaires vont faire appel dans des Ouais. cas où ils ont besoin de retrouver un héritier. Et ça, donc, ça pose une première question d'ordre moral, puisque concrètement, les généalogistes, dans une certaine mesure, c'est un peu dur hein, comme façon de le formuler, mais ils vendent des données historiques. Alors je dis pas ça pour leur casser du sucre sur le dos, la Ouais, façon ouais. dont on a structuré l'économie mondiale pousse ce genre de modèle, mais c'est vrai que ça pose des questions d'ordre éthique. Comment tu vois un peu tout ça, toi? Ouais. Alors, bah, du coup, moi, j'avais séparé un peu le problème en 2 points. Mmh. Hem, Justement, on va venir au deuxième ouais, après. ouais, ouais. Je suis d'accord, en tant que personne qui fait de la généalogie, je suis d'accord que c'est un effort en soi, de faire des recherches, même pas historiques, mais simplement, généalogiques, hein. Voilà, Mmh. écumer les registres à la recherche de noms et d'informations, c'est réellement chronophage. Hem, donc je ne blâmerai pas dans l'absolu, ad vitam aeternam les généalogistes, qui vendent leurs services, de chercheurs, parce que je peux concevoir que, tu es une personne néophyte et tu as juste envie, là je parle de la généalogie du coup, récréative, hein, Mmh. privée pour particuliers, pas pour notaire. Je peux concevoir qu'en tant que néophyte, ben, tu as envie de juste avoir ton arbre généalogique proprement fait, heu pour toi-même, pas pour forcément le diffuser, pas pour le partager, pas pour faire toi-même de la généalogie, mais tu as envie de ton arbre, tu as envie d'apprendre ton histoire familiale et peut-être que faire appel à un professionnel, peut être plus pertinent, plus efficace. Moi, je sais par exemple, je pense, hein, en toute humilité que, il y a des gens, qui seraient plus qualifiés que moi pour, aller vers une famille et leur dire: «Bon, ben, voilà, madame, monsieur, c'est ça votre histoire familiale». Mmh. Voilà, et effectivement, ça prend du temps, c'est du travail, éventuellement, tu es amené à te déplacer, donc voilà. Heu, Par contre, effectivement, l'envers de la médaille, c'est que comme tu le dis, en soi, tu vends des choses qui sont accessibles à tout le monde gratuitement, qui sont des informations publiques, bah, qui sont les sources primaires dont je te parlais depuis avant, les registres et cetera, c'est public. Les archives, et les archivistes sont d'ailleurs, des fonctionnaires payés pour ça, payés pour diffuser, enfin payés. Enfin, ils travaillent, c'est Mmh. vraiment leur métier voilà, d'aider à diffuser et à partager les archives, que ce soit pour des historiens, ou des généalogistes. Et d'ailleurs, ben, quand tu vas en salle de lecture, d'un service d'archives départemental, et ben, c'est surtout ça que tu as des généalogistes, Mmh. qui vont consulter surtout les registres de naissance ou alors les actes notariés éventuellement. Donc, donc c'est ça, je suis pas contre le fait de travailler en tant que généalogiste, mais effectivement, tu te dis: «Bon, ben, voilà, c'est peut-être un peu dommage que des gens soient payés, de manière libérale». Donc en plus, c'est un peu ça le truc, c'est que c'est pas vraiment encadré. Tu as quelques formations pour être généalogiste, mais globalement, c'est un métier un petit peu freelance, globalement, hein. Et ben, tu proposes tes services. Tu peux éventuellement rejoindre un cabinet, mais il y en a très peu. Euh, Vraiment, moi, je serais incapable de tous les lister. Euh, et donc, voilà, il y a un peu ce problème-là de, de, de vendre des... C'est ça, hein, tu le disais, tu te trouvais cruel à dire ça, mais effectivement, tu vends des documents historiques. Voilà. Et ça, je trouve ça problématique en soi. Euh, donc, c'est un peu ambigu. Pour moi, les généalogistes, pour particulier, y a du bon et effectivement, il y a aussi des problèmes éthiques. Voilà. Mmh. Ouais. Et bah, justement sur un sujet connexe, il y a aussi celui, des plateformes qui Justement, facilitent, ce genre de recherche. ouais. Vas-y, vas-y. C'est là où je suis un peu moins clément pour le coup, parce qu'en fait là, t'as pas l'aspect, bon ben c'est un gars qui prend sa bagnole et qui va chercher pour toi, comme un mulet, des archives dont t'as la flemme d'aller chercher, que t'as la flemme d'aller chercher. C'est Voilà, enfin je veux pas commencer à parler de mérite, hein, mais mais disons que je conçois beaucoup plus le métier de généalogiste, pour particulier, et bon, celui pour notaire encore plus parce que bon là c'est vraiment particulier, c'est vraiment le notaire, il sait pas comment faire pour trouver son héritier, donc il fait appel à quelqu'un, voilà, c'est encore, très particulier. Mmh. Hem,
Mais c'est vrai que les plateformes, comment dire? Alors la plateforme connue, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent, la plateforme connue en France, c'est Geneanet. Voilà. Après, à l'international, il y a MyHeritage, il y a Ancestry, Philae, etc., etc. Enfin, il y en a pas mal, mais c'est les plus grosses. C'est toutes des plateformes qui vont fonctionner par abonnement. Alors j'ai un petit problème perso avec Geneanet parce que Geneanet se fait passer pour du freemium. Donc voilà, une plateforme qui serait gratuite, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais je vais y revenir. Une plateforme qui serait gratuite, mais qui voilà, proposerait voilà, en toute générosité de se faire payer un abonnement. Ils font quasiment ça passer pour des, ils font quasiment passer ça pour des dons. Hein. Voilà, tu payerais pour avoir quelques formules supplémentaires, pour faire partie un peu de l'élite. Donc je trouve ça assez fallacieux parce qu'en fait, Geneanet, si tu ne payes pas, qu'est-ce que tu peux utiliser? Tu peux faire ton arbre tout seul dans ton coin, c'est pas mal. Voilà, bon, effectivement, ça c'est gratuit, donc tu peux créer des individus, rajouter les parents, les frères et sœurs et tout. Tu peux faire l'arbre en entier gratuitement. Tu n'auras jamais à payer d'abonnement. Par contre, ça va être dans les options de navigation, donc si tu veux faire des recherches, parce qu'en fait Geneanet fonctionne comme une base de données aussi. Geneanet, c'est à la fois du collaboratif, où en fait chacun, comme sur un réseau social, va faire son arbre, et donc chacun peut piocher un peu sur les autres, et consulter les arbres des autres. Donc admettons, ça c'est sympa, il y a l'aspect collaboratif, même si je trouve qu'on peut pousser la collaboration beaucoup plus loin. Et en fait Geneanet surtout vend des sources. Pour le coup, là, littéralement, elle a acheté les sources aux archives départementales, elle les a achetées, donc les archives déjà numérisées, hein. Voilà. Et elle les redistribue à ceux qui ont l'abonnement. Voilà, donc si tu veux utiliser Geneanet entièrement, il faut payer l'abonnement. Donc c'est pour ça que le côté freemium est un petit peu, je trouve, fallacieux, parce que voilà, c'est pas 10% de fonctionnalités que tu peux utiliser en mode élite. C'est vraiment la moitié de la plateforme n'est pas vraiment navigable si tu ne payes pas l'abonnement. Donc bon, c'est un peu du chipotage, mais pour clarifier, pour moi, Geneanet est une plateforme payante. Voilà, c'est gratuit d'utilisation, mais pour la navigation et pour la recherche, c'est tout à fait payant. Voilà. Ouais, c'est assez intéressant. J'ai pu l'expérimenter aussi parce que, donc, là, pour être transparent avec les auditeurs et auditrices, avant qu'on ait cette conversation, je t'avais demandé en privé Oui. si tu pouvais m'aider à faire des recherches. Je te remercie d'ailleurs sur mon arrière-grand-père. Et ça va nous permettre d'embrayer après sur le sujet justement peut-être plus individuel. Mais effectivement, moi, ça m'intéressait de découvrir un peu cet univers, on va dire, de la généalogie parce que dans ma famille, alors c'est du côté de mon père, il y a j'ai un ancêtre qui a un peu disparu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand mon arrière-grand-père était très jeune, son père s'est tiré et il a abandonné sa famille. Et après, on a un peu plus ou moins perdu sa trace. On avait quelques données, mais voilà, c'était assez flou. Et effectivement, toi, tu m'as. Alors, donc, j'imagine que toi, tu as un compte payant sur Geneanet. Oui, je continue de payer puisque Voilà. je suis l'idiot utile de Ah, mais Geneanet. justement, je me doutais de ça parce que en fait, moi, après, j'ai aussi, quand tu m'as donné les quelques premières infos que tu avais trouvées, j'ai aussi essayé de regarder de mon côté et j'ai très vite vu qu'effectivement, un compte gratuit, c'était extrêmement limité. C'est ça. Tu pouvais mettre une année de naissance et c'est à peu près tout, quoi. Quand tu faisais des recherches, je sais même plus d'ailleurs, peut-être pas. Alors, en gros, la recherche, et c'est ça qui est compliqué. La recherche, quand tu utilises un compte gratuit, c'est que tu peux entrer un nom et un prénom, éventuellement une date de naissance, mais faut la connaître cette date de naissance. En général, tu la connais pas. Tu peux entrer un nom, prénom et une commune, je pense. Donc, quand tes ancêtres ont vécu dans un village de 300 habitants et que l'ancêtre s'appelle, je sais pas, Roger bref, Dutroux. ben justement non, l'inverse. Si ton ancêtre a un nom un peu compliqué et son prénom c'est Zéphirin, bon d'accord, là tu vas le trouver. Le Zéphirin machin né à Pétaouchnok, ok. Mais quand ton ancêtre s'appelle Jean-Martin et que c'est à Paris, ben oui, là forcément si tu peux pas mettre le nom du conjoint, qui peut beaucoup aider, voilà. Ça resserre énormément la recherche. Et tout est question de ça sur Geneanet, gratuit ou payant. Tu peux faire une recherche beaucoup plus précise quand tu payes l'abonnement. Donc voilà, c'est ça la limite principale. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs j'avais arrêté
quand j'ai changé de plateforme, quand j'en ai eu marre d'être sur Généanet. Mhm. Et en fait, j'ai voulu continuer par contre à faire des recherches dessus. Et je me suis dit, en fait, mince, je paye plus, je peux même plus faire des recherches normalement, donc je vais repayer, c'est pas excessivement cher non plus. Voilà, pour vous dire, c'est 13 euros tous les 3 mois, ou tous les 4 mois, je crois. Donc voilà, c'est ce genre d'échelle-là. Donc ça va, mais bon, c'est sûr que voilà. Et donc on fait des choses gratuites. On fait des plateformes de généalogie gratuites. Donc c'est pour ça que du coup la comparaison, euh, la comparaison peut se faire. Voilà. Très bien. Ouais. Alors, du coup, là, on commence à approcher de la fin de l'interview, mais avant ça, je voulais te poser une question peut-être plus d'ordre alors psychologique, au sens plus personnel, mais voilà, à une échelle individuelle, à une échelle personnelle, j'aurais aimé savoir comment toi, tu voyais la généalogie, dans le sens, quel est le. Comment dire ça? En gros, quel sens tu mets derrière le fait de se pencher sur son ascendance, sur ses ancêtres, notamment par rapport à tout ce qui a trait, et là, c'est mon biais philo qui parle, mais tout ce qui a trait à l'identité personnelle, Ouais. l'identité familiale, la filiation, et cetera? Franchement, c'est une question, j'ai toujours du mal à répondre à mon lien entre mon ascendance, pourquoi je fais de la généalogie, et est-ce que ça forge mon identité? Euh, mais ce que j'arrive à verbaliser globalement, parce que c'est des choses en fait assez intimes et assez compliquées en général, Mmh mh. mais ce que j'arrive à verbaliser et ce dont je pense je suis assez sûr, c'est que, euh, comme je l'ai mentionné au tout début, il y a cette curiosité pour cette famille un petit peu fracturée des deux côtés. Disons qu'en fait, il y a des je vais pas m'épancher hein, parce qu'on est sur internet, mais il y a des coupages de ponts côté paternel comme côté maternel. Et je sais pas, peut-être que j'ai un peu mal vécu. Donc là, tu vois, là pour le coup, on fait de la psychogénéalogie. Hein. Mmh. Euh, j'ai peut-être un petit peu mal vécu le fait qu'il y a un coupage de pont, découpage de pont dans ma famille, et que du coup, il y a tout un aspect euh, de mon entourage que je ne connaissais pas. En fait, avant de m'y intéresser, il y a tout un pan de ma famille maternelle que je ne connaissais pas, ou dont on m'avait fait un portrait assez négatif. Et à raison, hein, là, je suis pas là pour dire que l'un ou l'autre avait tort. Mais effectivement, quand tu as grandi avec un seul discours et que du coup, tu t'intéresses à ces gens pour ce qu'ils sont, enfin, quand tu commences vraiment à t'intéresser à eux et donc à les découvrir, euh, bah, c'est sûr que ça fait quelque chose et je pense que c'est ce qui m'a poussé à continuer. C'est de découvrir en fait des gens très proches de moi que je ne connaissais pas en fait jusqu'alors. Voilà. Et maintenant, ben, est-ce que, ouais, tu m'as posé la question de comment est-ce que ça forgeait l'identité. Franchement, j'ai un peu du mal à te répondre là parce que euh, j'ai, ouais, Pas de j'ai, problème, hein, tu pas obligé. Moi, mais si tu veux, pour faire un peu de réciprocité, ouais, moi, je vais te dire un peu comment je vois les choses. C'est vrai que moi, mon idée, et je pense qu'elle est c'est une croyance, hein, elle est tout à fait discutable, mais c'est que, déjà toute forme de connaissance change un individu. C'est-à-dire que quand on apprend une vérité, par exemple sur sa famille, on n'est plus la même personne après, qu'on le veuille ou non. Ça ça ne veut c'est pas dire que clair. c'est forcément un Mm. changement très fort, hein, ça peut être totalement, bénin ou minime ou ce que vous voulez, mais je pense que, voilà, le fait d'apprendre quelque chose, ça vous transforme. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, et pour revenir un petit peu au sujet, et au lien avec la discipline historique, moi, ce que je trouve assez intéressant, et c'est quelque chose que j'ai pu observer grâce à ce que tu m'as fait découvrir sur mon arrière-grand-père, paternel, c'est que c'est aussi, je trouve, en termes de, comment dire? Si tu veux, en termes de perception de l'histoire, je trouve que le fait de la découvrir par le truchement de quelque chose comme ça,
qui est plus personnel, ça te Ouais, permet de l'ancrer dans une forme de réalité, tu vois? C'est-à-dire que, par exemple, après quand j'ai continué à chercher un peu grâce à ce que tu m'avais donné sur, mon arrière-arrière-grand-père, j'ai découvert un document qui était numérisé, qui, en fait, recensait son parcours militaire. Parce qu'évidemment, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça en France, oui, heu, tous les hommes, passaient par l'armée, et dans certaines périodes, ils y passaient un certain temps. Et ça, tout ça était extrêmement, comment dire? C'était très rigoureusement, archivé. ouais, On a beaucoup de traces de ça. En plus, là, c'est très impressionnant parce que si tu veux, quand tu vois le document numérisé, c'est une photo littéralement d'une page de registre manuscrite. Heu, oui. D'ailleurs, tu vois que alors, je sais pas si c'est un mythe ou pas, mais en tout cas, l'écriture manuscrite, en l'occurrence, elle est magnifique. Moi, j'écris comme un porc, donc ça m'a déjà ça m'a impressionné, tu vois? Mais au-delà de ça, ça ancre cette période-là qui est en gros, fin 19e en l'occurrence et début 20e, heu, dans une, ouais, tu vois, tu te dis: «Bon, déjà, c'est Ouais, pas si loin que ça de temporellement, c'est pas si loin que ça de moi», ouais, et en plus, tu la vois d'une manière qui est un petit peu plus incarnée, tu vois? Qui est un petit peu plus humanisée, carrément. que simplement, en fait, ce que tu apprends. Parce qu'évidemment, quand tu regardes des statistiques, c'est pas incarné une statistique, c'est pas Ouais, incarné ce que tu vois de base dans un livre d'histoire. ouais, ouais. Tu vois? C'est tout de suite, c'est très loin, tu vois? Alors qu'en fait, bah, non, ça concerne des vraies personnes comme toi et moi, qui ont eu des vrais sentiments, qui ont eu une vie, qui ont eu enfin voilà, des émotions, et je trouve que c'est aussi ça l'une des richesses, en tout cas moi de voilà, je suis totalement néophyte et profane de ça, aussi bien de l'histoire que de la généalogie, mais c'est vrai que quelque chose qui m'a frappé en me penchant très brièvement là-dessus, c'est cet aspect-là Oui, oui, d'une forme d'incarnation de l'histoire. C'est ça que je dirais. oui, oui. Je sais pas si tu es d'accord ou pas? Si, je suis totalement d'accord, mais c'est vrai que c'est peut-être justement parce que ça fait, 4-5 ans, que je ne réfléchis plus que par, parcours individuel, très, micro, Mmh. heu, par petite filiation, par petits, liens. C'est peut-être parce que je réfléchis plus que par ça, que ce soit, pour mes recherches où je fais de l'histoire très locale, hein, et donc aussi à échelle humaine, ou que ce soit pour, ben, mon hobby, principal, parce que je fais tout bénévolement. Effectivement, je Même confirme. Je quand te remercie encore une fois d'ailleurs. même quand j'aide des gens. Voilà, c'est un peu ma lubie. Et c'est vrai que c'est peut-être pour ça que moi ça m'a moins frappé ou ça me frappe plus. Mmh. Ça me frappe plus. J'ai peut-être cette accoutumance, heu, parce que moi je suis totalement d'accord. Par contre oui, quand tu le dis comme ça, là, je suis totalement d'accord et c'est vrai que, c'est même moi, c'est comme ça que je vois une histoire, une bonne histoire. Alors tout en gardant à l'esprit que la généalogie et l'histoire sont 2 choses différentes, hein. Mmh. Mais, c'est comme ça que je vois une bonne histoire et c'est une histoire qui sait, s'intéresser, heu, au vécu des gens et c'est pour ça que je fais de l'histoire sociale, et de toute façon l'histoire sociale, ça fait depuis les années 70 que c'est plus des statistiques seulement. Mmh. D'ailleurs, maintenant, plus personne ne fait de statistiques, en histoire. Enfin même mes profs, quand je leur ai dit: «Oui, je vais peut-être faire quelques statistiques pour mon mémoire», ils m'ont dit, «Oui, c'est intéressant, i ne t'en prive pas», même si moi, c'est vrai que c'est pas trop ce que je fais d'habitude. Donc voilà, enfin, c'est, l'histoire aujourd'hui et ça, c'est vrai que je voulais le préciser pour pas, non plus, heu, trahir, la guilde des historiens, ma confrérie. C'est vrai que l'histoire, maintenant, telle qu'elle est pratiquée, que ce soit dans des mémoires, dans des thèses ou dans des ouvrages de synthèse, il y a quand même un réel intérêt, pour, l'histoire à échelle humaine, vraiment. Mmh. Pour des parcours de vie, heu voilà. Après, ça sera plus dans des sujets de recherche précis parce qu'effectivement, quand tu dois faire une synthèse sur, la Première Guerre mondiale, ben, c'est un exercice, littéraire, ben, tu dois faire une synthèse, tu peux pas non plus, Mmh. heu faire une succession d'exemples. Mmh. Voilà, parce que, ben, les exemples, enfin les parcours individuels gardent aussi une certaine valeur d'exemple vu que, ben, ça arrive une fois et il faut savoir aussi globaliser. Voilà, même quand tu fais de l'histoire locale, il faut savoir, ensuite réinvoquer le contexte général, mais je suis d'accord que le largement comme ça, l'histoire, ça quand tu fais pas que lire de l'histoire et que tu enfin,
quand tu lis des ouvrages généraux sur l'histoire, voilà, pour parler plus clairement, c'est vrai que ça peut donner cette impression que ben, les périodes que tu étudies sont très désincarnées, avec des grands phénomènes sociaux certes, mais qui concernent une sorte de masse un peu que tu ne nommes pas. Et donc du coup, ouais, aussi pour répondre à tes questions sur mon rapport à la généalogie, ben, c'est vrai que moi, ce que je vois globalement, surtout maintenant où j'ai quitté ma phase, je fais mon arbre perso sur GeneaNet et où je travaille sur d'autres plateformes plus collaboratives, moi c'est clairement déjà travailler avec d'autres gens et donner un nom et si possible un visage aux individus qui ont vécu avant nous, quoi. C'est vraiment, enfin, là c'est même plus une question historique, c'est une question vraiment perso, émotionnelle que j'ai. C'est ben, de donner un nom, de donner une existence à des gens qui sont tombés dans l'oubli, qui sont pas forcément liés à moi par une ascendance, mais qui ont existé avant moi. Et donc voilà, moi j'ai clairement élargi le champ maintenant, mais mais il y a de tout en fait. Tu peux très bien rester cantonné à une généalogie ascendante. Tu peux chercher tes cousins ou alors tu peux voilà, faire de la généalogie d'autres gens. Enfin, il y a de tout. Voilà. Bien sûr. Et Ouais. peut-être ça vaut le coup justement de mentionner ces autres plateformes? Si tu veux, hein, je sais pas si Ouais, c'est ouais, ouais. Non, ben, en gros, euh, et donc je vais faire un dernier crochet sur GeneaNet. mmh Je disais sur GeneaNet tout à l'heure que c'est chacun a son arbre en fait. Et qu'on pouvait pousser plus loin l'esprit de collaboration. Effectivement, sur GeneaNet, tu peux consulter les arbres des autres. Alors sous couvert que les individus vivants ou privés sont pas consultables forcément, vu que c'est des données sensibles. Mais tu peux consulter les arbres des gens. Mais globalement, sinon, c'est chacun reste chez soi et fait son arbre de son côté sur son profil. Voilà. Et donc, il n'y a aucun moyen numérique pour connecter les individus de tel arbre à tel arbre. Ce qui fait que moi, par exemple, mon arrière-grand-père maternel, il y a plein de gens qui ont travaillé dessus. Parce que il y a enfin, le hasard a fait que plein de cousins plus ou moins éloignés se sont intéressés à la généalogie. Et donc, mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-père sont présents entre 10 et 20 fois sur mh. GeneaNet. Il y a 20 doublons de ce gars-là sur des arbres différents. Donc c'est très bien, mais au bout d'un moment, en fait, c'est aussi ça qui m'a fait me dire, ok, c'est un peu vain, c'est que ben, je fais de la généalogie, mais seulement de mon côté, et moi j'aimerais pousser le truc un peu plus loin. Mmh. Et donc du coup, j'ai découvert donc Wikitree. Et donc Wikitree, donc comme Wikipédia, mais wiki avec le tri anglais, quoi. Mmh C'est une base anglophone qui a pour but de recenser, enfin de faire la généalogie de l'humanité, en fait. Et donc c'est un seul arbre sur lequel travaillent plusieurs généalogistes. Alors je sais pas exactement combien on est. C'est moins que GeneaNet, c'est moins que MyHeritage, voilà. Mmh Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'elle est totalement gratuite et qu'elle a aussi cette vocation à sourcer un maximum et à être le plus fiable possible. Euh, donc, je ne sais pas trop si là je peux montrer à quoi ressemble un peu Wikitree. Je ferai une incrustation, ouais. Ouais, tu feras une incrustation. Tu peux beaucoup modifier. Alors, c'est pas autant modifiable que Wikipédia, mais tu peux par exemple intégrer du texte, tu peux rajouter des liens hypertextes, tu peux mettre des notes de bas de page. Euh, et donc ça c'est vraiment précieux pour renvoyer vers des actes originaux et pour en fait sourcer un maximum ton travail. Et donc cette rigueur là, elle me plaît aussi enfin cette rigueur. Il y a une souplesse, mais idéalement, il faut être rigoureux. Voilà. C'est-à-dire que j'ai invité des potes de la fac qui aiment aussi la généalogie. Disons que elles se sont fait un peu taper sur les doigts parce que elles copiaient-collaient GeneaNet. Donc Mmh. elles sourçaient pas leur travail, donc elles se sont fait un peu taper sur les doigts par, par les autres généalogistes. Mais tu te fais jamais kick, tu te fais jamais ban parce que t'as pas sourcé tel acte, telle information, voilà. Mais idéalement, faut le faire. Mmh. Et donc, il y a moyen de le faire assez proprement, donc comme je le dis, par des notes de bas de page en référence, comme sur une encyclopédie en ligne en fait. Mmh Donc c'est ça qui est pas mal. Et donc comme je disais, c'est vrai que c'est gratuit. euh, et, et donc à terme, un Wikitree terminé, c'est ben, tous les individus dont on a pu avoir une trace écrite, qui sont sur une base de données et dont on a une trace du coup sur Internet gratuitement
Et donc on n'est plus obligé de passer par des bases payantes comme Geneanet ou MyHeritage. Voilà. Et bah, moi, en fait, surtout ce qui me plaît, c'est que, que tu puisses travailler en fait comme si 20 personnes étaient sur le même puzzle et s'entraidaient pour faire un puzzle, quoi. Donc c'est vraiment cette image-là qui me parle le plus sur Wikitree et qui me plaît pas mal. Ok, Voilà très pour présenter brièvement le truc. Bah, je mettrai des liens en description. Ouais, Et écoute, bah, on a plus d'une heure d'interview déjà. ouais. Peut-être pour conclure, alors je sais pas déjà, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu aborder qu'on n'a pas abordé? Non, franchement, non, on a fait le tour. Après, si, il y avait la question du récit Mmh. familial, mais avec tes questions sur le rapport à la généalogie, on a plus ou moins couvert ça aussi. Mmh. Euh, donc, euh, Donc donc, ça euh, va? donc c'est bon, ouais, ouais. Et il y OK. aura éventuellement moyen d'en reparler si tu veux, Oui, et bien si sûr. on a de la matière. Mais voilà. OK. Bah, écoute, donc j'avais moi une dernière question à te poser Ok. qui reboucle un peu avec, justement la question, plus historique, et en vrai, c'est peut-être une question très, naïve, hein, mais voilà, j'aurais aimé savoir si d'après toi, il y a des choses peut-être un peu plus, parce que là, on a beaucoup évoqué l'aspect, individuel et je pense qu'il est très important, et c'est mon biais, eudémoniste qui parle là. Moi, je pense que s'enrichir soi-même en tant qu'individu, c'est une bonne chose et je Ouais. c'est pour ça que contrairement à d'autres gauchos, je ne conchis pas, le développement personnel. Mais, pour en revenir à quelque chose de justement peut-être, plus large, j'aurais aimé savoir si d'après toi, il y avait des choses, bah, justement peut-être un peu plus universelles qu'on peut apprendre sur nous, les humains, en explorant nos origines. Est-ce que finalement ça peut aussi nous donner des clés, de compréhension peut-être un peu plus transversales sur, alors sur le monde peut-être pas, mais sur nous, qui on est en tant que groupe social, les humains, tu vois? Au sens Ouais. large, quoi. Ben, quand tu commences à faire de la généalogie connectée, justement comme sur Wikitree, sans Mmh. vouloir faire de la pub, hein, désolé. T'inquiète. Mais c'est vrai que c'est un truc dont je me suis rendu compte. Ça m'a vraiment donné envie. euh, donc c'est pas le site en lui-même, c'est vraiment, je pense, j'avais une énergie qui me poussait à vouloir faire quelque chose de plus connecté, de plus collaboratif. Mmh. Et en fait, oui, tu parlais d'universalisme, mais je trouve que c'est ça te pousse vraiment déjà à te rendre compte qu'on est tous plus ou moins connectés à plus ou moins proche échelle. On est tous plus ou moins connectés. Et donc, il y a vraiment cet aspect du collectif. Alors certes, ça reste du collectif euh, qui dépend des liens familiaux, euh, des liens euh, religieux, si c'est des parrains à la marraine, ou des liens d'amitié, etc. Tu peux pas tout connecter sur les bases de données, mais en faisant de la généalogie, moi je vois pas ce qui empêche en faisant de la généalogie de ne pas relier entre eux des amis, des amants, des gens qui se connaissent bien. Euh, et donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment à chercher quand tu fais de la généalogie, et si tu as envie de dépasser un peu ce côté, je fais ma famille à moi, donc Mmh. voilà. C'est déjà très bien, mais c'est vrai que moi, perso, je trouve que c'est trop restreint maintenant. Euh, Faire simplement mes ancêtres directs. Euh, alors qu'en fait, justement, la généalogie, c'est quelque chose qu'on partage tous, et qui nous relie, en fait, enfin qui nous relie. Pas la pratique, hein, voilà, je suis pas en train d'appeler tout le monde à faire de la généalogie, Mmh. mais les liens humains, en fait, c'est ce que étudie la généalogie. Et effectivement, donc, je trouve que, voilà, faire de la généalogie, ça fait se rendre compte qu'il y a une certaine universalité quand même entre les gens, même si ensuite, tu te rends compte qu'il y a des logiques endogamiques, hein, les gens se marient entre eux pour certaines raisons, euh, mais quand même, enfin, tu as des migrations, tu te rends compte de ces migrations. euh, donc ne serait-ce que, voilà, que pour une question de tolérance un petit peu bas du front, voilà, de tolérance. Non, mais parce que ça va peut-être être un peu une porte ouverte que je vais enfoncer là, mais je trouve que déjà ça encourage à la tolérance, Mmh. la généalogie. Parce que t'as forcément, pas forcément, mais t'as peut-être un Italien, un Maghrébin dans ton ascendance, ou j'en sais rien, ou t'as peut-être des protestants, des catholiques, des juifs dans ton ascendance. Et ça relativise, en fait, ça relativise vraiment les différences un petit peu particulières qui peuvent exister entre les gens, tout en embellissant aussi l'histoire de chaque individu. Donc je trouve que ça marie bien un peu ce débat, tu sais, entre est-ce qu'on est une communauté universelle,
ou est-ce qu'on doit rester fier de nos origines. Je trouve que ça marie vraiment bien les deux, parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse tranchée je pense, à donner à ces deux débats. Oui, on peut être une communauté plus ou moins universelle, enfin basée sur des trucs communs, tout en ayant un parcours et des ascendants avec un parcours aussi riche, quoi, et particulier et spécifique. Mais ça n'empêche pas d'avoir une sorte de communauté, quoi. Très bien. Ah, voilà. Mais je pense que c'est un excellent mot de la Ouais. fin. Je te remercie pour l'interview, Zélian. Merci à toi. Et Voilà. puis à la prochaine. Ouais. Salut. Si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez attribuer une note et suivre Nouveau Paradigme sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube, ou bien vous pouvez simplement le partager à vos amis et vos proches. Le bouche à oreille aide toujours. Enfin, vous pouvez financer le podcast en vous rendant sur ma page Patreon ou Tipeee. Et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci. C'est vraiment grâce à vous que mon travail peut continuer à exister et se pérenniser.